j'ai choisi le mot anthropocène, qui est cher à beaucoup d'entre vous, qui est connu par exemple à travers la collection de Christophe Bonneuil. Alors l'anthropocène, c'est une ère pas encore bien définie, qui est celle où les activités humaines finalement commencent à avoir une influence sur notre environnement global. Environnement local bien sûr, mais environnement global. Alors, en gros, dans tous les spécialistes dans notre domaine, on n'est pas vraiment d'accord sur le début de l'anthropocène, mais pour ce qui me concerne, il n'y a pas photo. Et c'est d'ailleurs la définition qui m'a été donnée par Paul Crutzen, qui au début des années 2000 a été à l'origine de cette définition de l'anthropocène avec quelques collègues. Pour lui, l'anthropocène, c'est le moment où on peut, disons, concrétiser ou vraiment mettre en valeur le début de la montée des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, c'est à peu près au début du 19e siècle, 1750, entre 1750 et 1800. Alors, évidemment, ces gaz à effet de serre, on ne sait pas les mesurer dans l'atmosphère. On ne les mesure dans l'atmosphère que depuis 1958, depuis un peu plus depuis une soixantaine d'années maintenant. Ça a commencé à Hawaï. Et c'est grâce, donc moi-même je suis glaciologue, mais c'est grâce aux petites bulles d'air, disons, piégées dans les glaces polaires que mes collègues, par exemple des collègues à Grenoble, sont capables de reconstituer l'atmosphère du passé. Nous avons reconstitué l'atmosphère du passé au cours des 800 000 dernières années. Alors que nous dit cette courbe, des choses que vous savez tous ici, que depuis le début de l'Anthropocène, donc tel que nous le situons, fin du XVIIIe siècle, eh bien, il y a 40% de plus de gaz carbonique, les quantités de méthane ont plus que doublé, et puis le protoxyde d'azote, d'autres gaz à effet de serre ont augmenté dans l'atmosphère. Alors je vais m'attarder 2 minutes bien sûr, sur le premier composé, le premier contributeur à l'effet de serre, c'est le gaz carbonique. En gros, il y contribue pour à peu près les 3/4 actuellement. Chaque année, l'augmentation de l'effet de serre est liée pour les 3/4 aux émissions de gaz carbonique qui elles-mêmes sont liées pour à peu près 85% à notre utilisation des combustibles fossiles. Donc ce lien entre énergie et climat, entre combustibles fossiles et climat est extrêmement bien établi. Et le dernier rapport du GIEC va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut vous dire, et on vous dit d'ailleurs, que si on veut disons, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. C'est une journée symbolique aujourd'hui, puisque c'est celle de la ratification. J'étais avec Ségolène Royal ce matin de la ratification de l'accord de Paris. C'est vraiment aujourd'hui que l'accord de Paris se met en place. Eh bien, il faut, si on veut rester en dessous de 2 degrés, on n'a plus que 800 milliards de tonnes de gaz carbonique à émettre, c'est-à-dire une vingtaine d'années au rythme actuel d'émissions. Ça vous donne l'ampleur du défi. En gros, il faut laisser plus de 80% des combustibles fossiles facilement accessibles là où ils sont. En gros, la campagne Keep It in the Ground s'appuie complètement sur les chiffres du rapport du GIEC. J'en terminerai là parce qu'ensuite, le lien est quand même... Il faut bien voir que même si l'accord de Paris est en route, eh bien, il faut faire beaucoup mieux si on veut rester en dessous de 2 degrés. Nous sommes... actuellement sur des trajectoires plus vers 3 degrés et demi. Donc c'est dans ce contexte que se place effectivement cette discussion ce week-end, ce lien entre énergie et effet de serre. Et un des points, je fais beaucoup de conférences grand public sur l'accord de Paris, et clairement une des faiblesses de l'accord de Paris, eh bien, c'est le fait que ce qu'on appelle les bunkers, c'est-à-dire le transport maritime et les transports aériens, s'en soient exonérés. Voilà, merci beaucoup.